3 leçons des stoïques qui vont immédiatement changer ta vie. Clairement, on vit tous des galères. Tu te disputes avec ton mari, tu te casses la jambe, tu perds quelqu'un de proche, tes enfants sont malades, tu perds ton boulot. Bref, la vie elle est faite de galères. Et notre manière d'y réagir détermine la qualité de notre vie. Qu'est-ce que le stoïcisme? C'est une philosophie qui a prospéré pendant plus de 480 ans dans la Grèce antique et la Rome antique, qui a été populaire auprès de différentes populations. Ça allait des esclaves à l'aristocratie, aux empereurs, aux entrepreneurs de l'époque, aux soldats. Parmi les stoïques célèbres, on retrouve Sénèque, qui est mon stoïcien favori, c'est un genre d'Elon Musk de l'époque. Mais il y a aussi Marc Aurèle, qui est un des plus grands empereurs romains, dont on va parler juste après, et Épictète, qui est un ancien esclave. Si tu pouvais ouvrir le sac à main, le Kindle ou la valise de personnes illustres de notre époque, tu retrouverais un livre de la philosophie stoïque. Donc tu l'as compris, ça s'adresse réellement à notre époque. Et moi, ça m'inspire et ça a dirigé ma vie. C'est la raison pour laquelle on va voir ensemble 3 clés de la philosophie stoïcienne que tu peux appliquer maintenant et qui vont changer ta vie maintenant. Commençons par déconstruire quelques mythes. Souvent, quand on entend parler de quelqu'un de stoïque, on pense à quelqu'un qui est sans émotion. Un genre de robot, une genre d'IA presque. Mais en fait, c'est une déformation de la langue. Être stoïcien, dans le sens pur du terme, ça consiste pas à supprimer ou à écrabouiller, écraser ses émotions, mais plutôt de savoir comment les gérer, quoi en faire et surtout éviter d'être perturbé par elles. Le principe numéro 1 stoïque, c'est d'adopter la dichotomie du contrôle. Alors replongeons dans l'Empire romain au 2e siècle de notre ère. Il s'étend du mur d'Adrien en Angleterre au désert de l'Égypte. À sa tête, Marc Aurèle, un des grands empereurs souvent salués comme le dernier des 5 bons empereurs. Un incendie gigantesque engloutit la ville de Rome. Des milliers de bâtiments, des maisons, des temples, des familles entières sont réduits en cendres. Le joyau de l'Empire, Rome, le symbole du pouvoir de l'Empire, est en ruine. Et les citoyens cherchent désespérément un coupable et ils pointent du doigt Marc Aurèle. Imagine la pression qu'il a sur ses épaules, être détesté par toute la ville de Rome. Au milieu de ce chaos, Marc Aurèle il aurait pu facilement succomber à la pression, se sentir écrasé, se laisser consumer par sa colère. Dans ses mémoires, il écrit cette phrase que j'adore. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force. Donc imagine un premier cercle, le cercle de contrôle. À l'intérieur de ce cercle, ce sont toutes les choses qui sont à mon contrôle. Mes perceptions, mes actions, ma manière de réagir à ce qui m'arrive. À l'extérieur, il y a le cercle externe. Toutes les choses qui me dépassent. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? La météo. Et au milieu, il y a le cercle d'influence, des choses sur lesquelles j'ai pas tout pouvoir, mais je peux les influencer. Par exemple, l'humeur de ma femme, j'ai pas tout pouvoir dessus, mais je peux l'influencer. Là, par exemple, je vis une des périodes les plus difficiles de ma vie. Ces 3 dernières semaines sont très challengeantes. J'en ferai une autre vidéo. J'ai enchaîné 5 challenges sur le plan perso et pro dans les 3 semaines. Je suis en plein dedans et on a reçu une nouvelle médicale qui est vraiment pas facile. Et donc par exemple, j'ai décidé d'acheter un super bouquet de fleurs pour ma femme. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? J'agis sur mon cercle d'influence. Je peux pas décider comment elle va se sentir, mais je peux influencer, je peux l'aider à mieux vivre ce qui est en train de nous arriver. Et donc dans son cas, il a réalisé que les flammes c'était en dehors de son contrôle, dans le cercle externe. C'était trop tard, l'incendie avait eu lieu. Mais par contre, la manière dont il pouvait y répondre là maintenant, ça, c'était son cercle de contrôle et d'influence. Donc au lieu de gaspiller son énergie à râler, à se plaindre, à péter un câble ou trouver lui-même un autre coupable, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est concentré sur la reconstruction de Rome, le soutien des citoyens, le renforcement de l'Empire et apprendre de cette situation. Ce que j'aime dans la philosophie stoïque, c'est justement que plein de fois, quand je vis une phase de galère, ce qui est mon cas en ce moment, c'est facile d'en vouloir à la vie, de se dire mais j'ai pas de chance, j'ai la poisse, mais ça va rien changer, ça va pas t'aider, voire même ça va te rendre malade, ça va créer des symptômes physiologiques. Par exemple, mes premières nuits à 3 semaines étaient pas bonnes. Et donc c'est le cercle vicieux où je dors moins bien, je me sens moins bien, je suis plus tendu physiquement, je fais moins de sport. Et en fait, c'est ça qui va créer d'autres problèmes. Arrête de perdre du temps à râler, à être frustré. 99% des choses auxquelles on consacre du temps dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions n'ont pas d'importance. Accepte ce qui te dépasse et avance sur ce qui est en ton pouvoir. Je dis pas que c'est facile, mais dans tous les cas, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir une vie difficile et de ne pas arriver à s'en remettre. Et c'est pas facile d'avoir une vie difficile et de mettre de l'énergie pour s'en remettre. Et donc, si on veut devenir inarrêtable, on n'a pas besoin de conquérir le monde, mais nous-mêmes. Et pour conclure sur une autre citation d'Épictète que j'adore, qui est donc invincible? Celui qui ne peut pas être contrarié par quoi que ce soit en dehors de son choix raisonné. Épictète. Une variation de ça pourrait dire qui est invincible, non pas celui qui n'est pas contrarié, mais celui qui reprend son pouvoir quand il est perturbé par les aléas du quotidien et se focalise sur ce qui est en son pouvoir.
Alors passons à la deuxième clé qui va te surprendre et qui va à l'encontre de la majorité des choses qu'on voit dans le développement personnel. Des choses auxquelles j'ai cru et en fait les études scientifiques et entre autres les stoïques montrent l'importance de faire le contraire. On est dans une petite ville de la Grèce antique et dans cette ville vit un fermier stoïcien nommé Lycomède. Chaque année avant le début de la saison des plantations, les habitants de la ville se regroupent avec impatience pour avoir les prédictions de l'oracle. Ces prévisions annoncent le climat des prochains mois et donc cette année, l'oracle prédit une saison favorable avec seulement quelques précipitations potentielles. Les fermiers sont trop contents de ces prévisions et commencent immédiatement à semer leurs meilleures graines. De l'autre côté, Lycomède s'arrête et au lieu d'être dans une pensée positive et de se dire que tout va bien se passer, il se pose et commence à réfléchir aux défis potentiels qui pourraient anéantir ses récoltes. En gros, il se met à penser au pire scénario. Et si en fait la tempête était plus forte que prévu? Et si les pluies sont fortes? Et si les vents sont violents? Qu'est-ce qui se passe? Et avec ces défis potentiels à l'esprit, il décide de se préparer. Il renforce ses granges, ses systèmes de drainage et mit même de côté une partie de son champ pour le planter plus tard au cas où les premières cultures seraient endommagées. En faisant ça, il devient ce qu'appelle Nicolas Nassim Taleb antifragile. Antifragile, c'est la capacité non pas simplement à résister au choc, mais à être renforcé par eux. Comme dit d'ailleurs Nicolas Nassim Taleb, on a ce qu'on appelle des black swans, des événements catastrophiques, souvent, qui sont imprévisibles. C'est pas parce que les derniers tsunamis ont fait tel dégât qu'on peut pas avoir un tsunami qui fait davantage de dégâts. Et c'est souvent le problème dans les sécurités des gouvernements, c'est qu'on a tendance à se protéger par rapport à l'ancien pire. Mais l'ancien pire ne nous protège pas d'un pire plus grave. Le problème de la pensée positive où on essaye de se persuader que les choses vont bien se passer, que les dieux vont être de notre côté d'une manière où ils vont nous donner que des choses confortables et agréables, qui souvent sont à l'encontre des lois universelles ou simplement des statistiques, le problème c'est qu'on n'est pas prêt au pire. C'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire qu'un excès d'optimisme crée des tragédies. La pensée positive crée des tragédies pour la plupart des gens, soit parce que on n'a pas anticipé le problème et lorsqu'il arrive, on n'y est pas préparé réellement et pas préparé psychologiquement et on a l'impression que la vie est dure, soit t'es pas bien parce qu'il y a un écart entre les deux. J'avais une interview avec Génération Do It Yourself et Mathieu Stéphanie m'appelle au téléphone et me dit voilà je vais te poser des questions casse-couilles et je me dis bah merde qu'est-ce qui va se passer? Si j'étais en mode pensée positive, je fermerais les yeux et je visualiserais que tout va bien se passer et que je vais être performant et je vais y arriver. Non, je risque d'arriver et perdre mes moyens avec des questions qui sont difficiles. Et j'y vais cash, hein. C'est un pimpin en fait, il est sympa, il parle bien, il fait des TED Talks, etc. C'est bien, il parle probablement mieux que moi. En fait, moi, neurosciences, c'est 12 ans d'études, c'est machin, etc. David Laroche, il est sympa, mais en fait, connaît Walou, tu vois. C'est une super question, il y a plein de réponses à ça. Déjà, quel est le focus? Je me suis posé et j'ai appliqué cette stratégie qu'on pourrait appeler la visualisation négative. C'est-à-dire que je me suis posé et j'ai imaginé toutes les questions merdiques que pourrait me poser Mathieu et en face desquelles m'imaginer en train d'y répondre jusqu'à temps que les yeux fermés, en train de m'imaginer dans le podcast avec lui qui me pose des questions difficiles. Non seulement je sais quoi répondre, je sais comment y répondre, mais surtout ça ne me fait aucune émotion. Et c'est un paradoxe, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai appelé ma boîte paradoxe, c'est que en faisant cet exercice de pensée négative, eh ben j'étais beaucoup plus positif le jour de l'interview et en plus de ça, mes résultats ont été beaucoup plus positifs. Et je me rappelle en parler récemment à un client qui me dit « Ah, putain, mais je me demandais comment t'avais eu cette répartie. » Ben, je me suis entraîné. Je me suis pas simplement visualisé en mode « Allez, la vie est de mon côté. » En fait, la vie est de mon côté. La vie est de ton côté. Mais la vie est de ton côté de la même manière qu'à la salle de sport, il y a des poids d'1 kilo et des poids de 30 kilos. La vie est de ton côté parce qu'elle sait que t'as besoin de poids de 30 kilos pour développer tes muscles. Et la vie, elle sait que parfois t'as besoin d'un poids d'1 kilo parce que t'es qu'au démarrage ou alors t'es fatigué. C'est la même chose dans la vie. Ces questions qui peuvent sembler casse-couilles, c'est des poids de 30 kilos ou des poids de 200 kilos. C'est-à-dire qu'en fait, elles m'entraînent à pouvoir répondre à ces mêmes questions pour le reste de ma vie. Et c'est ça qui est intéressant avec l'antifragilité. C'est pas juste que tu supportes les questions. Le mois qui a fini l'interview, il est meilleur que le mois avant cette interview. Donc pour qu'on se comprenne, t'as des systèmes fragiles. C'est-à-dire qu'en fait, après l'interview, je suis démoli. Il y a les systèmes solides, c'est-à-dire qu'après l'interview, je reprends ma forme, j'ai quelques égratignures. Il y a les systèmes antifragiles, c'est-à-dire l'opposé de la fragilité, qui sont même pas résilients, c'est-à-dire qu'ils reprennent leur forme, qui sont renforcés par la difficulté. Et donc pour en revenir à notre cher Lycomède, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des pluies torrentielles qui ont inondé les champs avec des vents violents qui ont endommagé la majorité des récoltes. La ville était désespérée, les agriculteurs encore plus. J'arrive d'autant plus à avoir de l'empathie que mon grand-père et mon oncle sont des agriculteurs et je me souviens de cette tempête qui avait eu lieu en
en France qui avait anéanti la majorité des récoltes. Mais dans le cas de la ferme de Lycomède, eh ben elle résiste. Ces granges renforcées ont permis de protéger des récoltes qui étaient entreposées, les systèmes de drainage ont pu protéger les champs des inondations, et les cultures qu'il avait choisies qui résistaient mieux à l'eau ont naturellement mieux résisté. Et en fait, ça c'est hyper intéressant. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, et c'était mon cas à l'époque, je jouais avec la pensée positive comme quelqu'un à qui tu donnerais un pistolet